Bonjour à toutes et à tous, c'est 101% avec la critique des Chevaliers de Baphomet 5, la malédiction du serpent. Je savais même pas qu'ils en avaient fait autant des Chevaliers de Baphomet. Bon, Metal Missile et Plastic Gun est suivi de Auto, mais on commence avec les news. Et voilà. Spryfox est un studio indé américain basé à Seattle, où il ne fait pas toujours beau, mais où il y a beaucoup de renards. Le développeur présente son nouveau projet Road Not Taken de manière très personnelle et très touchante sur le blog du studio. Peut-on refuser d'avoir une vie conventionnelle, mais être heureux quand même? Lui-même n'a pas eu le parcours qu'il imaginait, qu'on imaginait pour lui. C'est ce genre de philosophie faite d'imprévus et de décisions qu'il veut imprimer dans Road Not Taken. Le personnage du jeu vit isolé hors du village quand arrive un gros orage. Il se retrouvera alors là où il n'aurait jamais imaginé pu être, là où se trouveraient plutôt de gros guerriers. Il devra donc utiliser sa cervelle pour résoudre des puzzles et se sortir de là. Il faudra soulever des objets pour se frayer un chemin en gérant bien son énergie, car si on tombe à zéro, c'est fini, il n'y a pas de checkpoint. Avec sa direction artistique délicate, son chara-design tout mimi, Road Not Taken pourrait être un puzzle game surprenant à venir sur PS4 et PS Vita. Dans cette rizière, il y a un samouraï de trop. C'est ce qu'on jurait entendre dans la bouche des guerriers pixelisés de Samurai Gun, développé par Technopence. Le concept est d'une efficacité tout aussi tranchante que son gameplay. Une épée, un flingue, 3 balles, une vie. Pour s'en tirer et oxyre l'adversaire, il faudrait faire preuve de discipline et de réflexe. Pas de timer, pas d'arène limitée. Juste de la précision pour découper les balles ennemies en l'air et trancher la tête de son adversaire. Un jeu de rapidité jusqu'à 4 joueurs au rythme nerveux et aux choix musicaux certains dans ce trailer, pouvant faire penser à l'audace d'un samouraï Champloo. Disponible sur Steam pour Windows et un peu plus tard sur Mac. Une fois n'est pas coutume, un petit accessoire. Enfin, petit. Logitech propose une cockpad pour votre système iOS du nom de PowerShell Controller. Celui-ci fera ressembler votre téléphone à une console portable, le munissant d'un pad bien pratique. Il possède aussi sa batterie bien à lui, sans pomper celle de votre téléphone. Le gadget coûte quand même une centaine d'euros et ajoutera quelques précieux centimètres supplémentaires aux dimensions de votre téléphone, ce qui n'est pas forcément le plus pratique dans une poche. Vous vous souvenez du jeu de plateforme Wooden Sensei et de ces deux jeunes développeurs que nous avions reçus dans un Extra Life fin 2012? Oui? Non? Si ce n'est pas le cas, sachez que l'Extra Life est toujours visible sur No Life Online et que leur jeu vient tout juste de sortir sur Steam. Désormais édité par Neko Entertainment, Wooden Sensei s'offre une petite mise à jour avec une trentaine de niveaux accessibles dans un tout nouveau mode, Time Attack. Sinon, le jeu est le même et vous propose de contrôler un chef de village un peu ninja sur les bords, spécialisé dans la découpe et les sauts de fou. Les graphismes 2,5D du titre constituent l'une de ses grandes forces, avec une direction artistique très agréable, qualifiée de steam rock japonais par ses auteurs. Et comme c'est souvent le cas pour les jeux indépendants, le challenge est bel et bien au rendez-vous. Ah yeah, Wooden Sensei. J'ai joué sur ma 3DS à Mario et Luigi Dream Team. Alors, je sais pas quoi penser de ce jeu. Voilà, je suis un peu embêté parce que je l'ai trouvé bien. Mais, Nintendo, je sais que vous essayez de faire que vos jeux, tout le monde puisse y jouer maintenant, d'accord? Mais le didacticiel de ce jeu, c'est un RPG, d'accord? Vous savez, c'est les RPG de Mario et Luigi, où après ils peuvent faire des trucs ensemble, faire des vrilles pour voler, etc. Mais le didacticiel dure au moins 3 heures. Pendant 3 heures, vous jouez, les 3 premières heures, il vous explique comment sauter. Mais vraiment, appuie sur le bouton A pour sauter. Et alors, ok. Et après, il y a un petit bonhomme qui arrive et qui fait « Est-ce que tu veux que je t'explique ?» Si tu lui dis non, le petit bonhomme, il dit « Ok, je t'explique pas que pour sauter, il faut que tu appuies sur le bouton A. » Mais laisse-moi tranquille. Ok, es-tu sûr? Veux-tu réécouter mon truc? Non, je veux pas réécouter ton truc. Et vraiment, ça dure 3 heures. Et encore, ça revient. Et franchement, il faut s'accrocher pour pas avoir envie de ne plus jouer au jeu. Et c'est bête parce que le système du jeu est fabuleux. C'est-à-dire que les combats sont hyper bien réglés. Et si tous les RPG avaient un système de combat comme ça, entre la plateforme et la baston RPG, c'est génial. C'est super bien pensé. Chaque méchant a son truc, il faut trouver la bonne astuce pour pouvoir le tuer, pour gagner plus de points, etc. C'est vraiment génial. Mais alors, on a vraiment l'impression d'être pris pour un con quand on joue. Et ensuite, le scénario. Non mais, aller sauver des oreillers dans un monde d'oreillers, mais ok, c'est pour les enfants, mais vraiment, là, ils sont allés... En fait, le jeu, on écoute, c'est un RPG,
Et on appuie sur les boutons pour pas voir l'histoire. D'accord? Tellement que l'histoire, elle est nulle. Donc c'est un RPG avec une histoire nulle, où on nous parle tout le temps, on n'arrive pas à le passer, on nous explique tout ce qu'on doit faire, même limite pour aller pisser, on nous dirait comment faire. Et par contre, le système de jeu est génial, et l'aventure, elle est assez longue, puisque je crois qu'il y a à peu près 40 heures de jeu, quoi. D'un autre côté, si on enlève tous les moments où les mecs te parlent, je pense qu'on arrive à 20 heures. Voilà, on regarde la critique des Chevaliers de Baphomet 5, la malédiction du serpent. The gallery owner was dead. I guess sometimes playing the hero doesn't pay. Si le monde du crowdfunding ne tient pas systématiquement ses promesses, il permet toutefois de voir ressurgir ces licences dans lesquelles les éditeurs ne voulaient plus vraiment investir. Le dernier épisode de la série des Chevaliers de Baphomet, baptisé La Malédiction du Serpent, a ainsi pu voir le jour, soutenu par un peu plus d'une dizaine de milliers de joueurs. Ayant largement dépassé son objectif de financement de départ, le jeu se permet même de se pointer en 2 parties. Une qui est d'ores et déjà disponible et dont il est question aujourd'hui, et l'autre qui sortira au cours du mois de janvier. La critique porte donc sur cette première partie, et si l'on est bien incapable de deviner la suite des événements tant les twists potentiels sont nombreux, on a tout de même pu se faire une idée plutôt précise de ce qu'avait à proposer cette malédiction du serpent. Well, let's see. Hey, Nico? Yes, George? On retrouve ici George Stobart et Nico Collard, des protagonistes qui se connaissent déjà bien, à l'image de cette tension sexuelle quasi permanente entre les deux, et qui se retrouvent au milieu d'une histoire dont les enjeux les dépassent complètement. We should catch up. Let's have lunch? George l'Américain travaille pour une compagnie qui se charge d'assurer des œuvres d'art, alors que Nico continue sa carrière de journaliste. Lors d'une expo dans la galerie Le Lézard Bleu à Paris, nos 2 héros assistent à un vol de tableau suivi d'un meurtre. Non, monsieur, note la malédiction. Oh. George doit leur faire la lumière sur cette histoire dans la mesure où sa boîte assure le tableau volé, et Nico voit là l'occasion de faire un scoop. Le tableau en question se nomme La Malédiction et semble détenir bien plus de secrets qu'on ne pourrait le croire. L'enquête emmènera Nico et George dans plusieurs arrondissements de Paris, mais aussi à Londres. L'occasion de croiser de nouveaux personnages, mais aussi d'autres bien connus des services, pour peu que l'on ait passé du temps sur les précédents Chevaliers de Baphomet. Le ton est ici aussi léger que le reste de la série, avec quelques tentatives d'humour qui peuvent éventuellement fonctionner si l'on est très bon public. The almond croissant. That bad, hein? The address led me to a dead-end alley at the end of a deadbeat mall. La malédiction du serpent se présente comme un point and click tout ce qu'il y a de plus classique. Après cette malheureuse initiative pour l'épisode du manuscrit de Voynich, la série revient à des bases plus saines en proposant certes des personnages rendus en 3D, mais dans une aventure entièrement en 2D. Ici, il est parfois nécessaire de discuter de certains sujets pour débloquer des situations, We have important business with Mr. Modowski. observer des éléments dans le décor pour trouver de nouveaux sujets de discussion justement, ou bien résoudre des énigmes pour avancer dans l'histoire. Ces dernières aussi d'ailleurs entre le très sympathique et le complètement tiré par les cheveux, voire bancal. On citera par exemple cette énigme de Néon qui sollicite des compétences en Scrabble et une imagination un peu foutue. D'une manière générale, elle vous demande le plus souvent de faire preuve d'observation, en sachant que la réponse se trouve soit dans votre inventaire, soit dans les environs immédiats, et qu'une petite musique se déclenche lorsque vous chauffez dans votre raisonnement. A secret drawer popped open. On se retrouve donc rarement à tenter des combinaisons d'objets improbables, comme cela a pu être le cas à l'époque sur certains point and click. Dans le pire des cas, si vous êtes vraiment en perte de vitesse, il existe ce système d'indices disponible dans les options. Plus on en découvre, plus la solution vous est dictée de manière explicite. Un principe intelligent qui permet de mettre sur la voie tout en laissant au joueur une chance de trouver par lui-même. Le jeu ne donne pas non plus dans les multiples allers-retours, et a cette manière subtile de vous remettre sur la bonne piste. But a man was dead, and I had a job to do. Hey again. Le point fort de cet épisode reste très clairement l'histoire. Charles Cecil, le créateur du jeu, a effectivement réussi à créer une intrigue pas du tout dégueulasse en se basant sur des faits historiques. Oh, really? Il existe tout de même dans cette malédiction du serpent un réel problème de rythme et de rigueur dans l'écriture qui se ressent par exemple dans les dialogues, dont certains sont complètement dispensables. It's annoying. I'm really tired. Bizarrement, en anglais, le jeu est énervant. Dans la mesure où la quasi-totalité de l'aventure se déroule dans Paris, les termes français prononcés sont nombreux. Et on ne comprend pas pourquoi des personnages comme Nico, par exemple, une française de souche donc, parle anglais avec un terrible accent français, ce qui est normal. Well, how about a hot drink? Mais par contre, lâche des termes français avec un accent encore plus pourri. Bonjour, monsieur. D'un point de vue réalisation, même si l'on reste conscient que c'est un petit jeu kickstarté,
On déplore un peu ces animations on ne peut plus raides qui ternissent du coup ce gros travail fait sur le rendu 3D des personnages. Malgré tous ses défauts, cette malédiction du serpent n'aura pas trop de mal à séduire les fans de la série et à susciter chez les nouveaux venus l'envie de se procurer ce deuxième épisode, ne serait-ce que pour connaître le fin mot de l'histoire. Well, we're in. Now what? Bon, j'avoue que lorsque je jouais à Mario et Luigi Dream Team, il n'y avait pas Zelda qui était sorti sur la 3DS et il n'y avait pas Pokémon qui était sorti sur 3DS. Puis, j'ai mis un peu de temps en jouant au jeu, ces deux jeux sont sortis et du coup j'ai eu très très vite envie de jouer à ces deux jeux. Mais je me suis dit, si j'arrête de jouer à Mario, je vais plus finir Mario, jamais. Du coup, je me suis forcé à le finir et peut-être que je suis allé un peu vite, voilà. Mais derrière, j'ai joué à Pokémon. Même si, je dois bien avouer que Pokémon, j'ai adoré jouer à Pokémon bleu, à Pokémon rouge, Pokémon jaune. J'ai même fait argent et or avec plaisir. Et après, à partir du moment où il y a eu Ruby, je me suis dit, attends, on me vend le même scénario quand même. Et j'ai de moins en moins joué à Pokémon. J'achetais quand même les jeux, j'y jouais un peu, mais je les finissais pas. Pire, le noir et le blanc, Pokémon noir et blanc, tout le monde a dit, ah, ça change, ça change. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça changeait pas, c'était pareil. Et j'ai testé Pokémon Y parce que tout le monde me disait ça change. Mais tout le monde me disait à chaque Pokémon ça change. Et là je l'ai testé et ça change. On regarde Metal Missile et Plastic Gun. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à une nouvelle émission de Metal Missile and Plastic Gun. Aujourd'hui, phase 2 de la série de Starcom. J'en profite au passage pour signaler que je dédie cette série d'émissions à mon ami Olivier qui a beaucoup insisté pour voir du Starcom. Donc Olivier, te voilà exaucé. Donc pour cette deuxième émission, on continue dans du lourd, dans du très très lourd, avec le Star Wolf, qui donc est le chasseur General Purpose de nos amis de Starcom, et puis le Six Shooter qui est un vaisseau très particulier et dont on va admirer les performances époustouflantes immédiatement. Vous allez voir, ça déchire. Nous commençons par le commencement, c'est-à-dire par le chasseur Star Wolf, que nous voyons ici dans son détail, avec son pilote. Les mêmes caractéristiques que tous les personnages Starcom, hein, un astronaute en scaphandre avec la visière qui peut s'abaisser et se relever. Donc le Star Wolf est fait pour être transporté par d'autres véhicules. Donc vous le voyez ici sous sa version compacte et il me suffit d'appuyer sur ce bouton pour que le Star Wolf soit déployé. En plus il le fait avec une certaine célérité, donc il est vraiment prêt pour aller tout de suite au combat. Ensuite, vous appuyez sur ce petit bouton qui ouvre le cockpit. Je ne résiste pas et je vous le fais une seconde fois parce qu'il y a vraiment une petite sensation de ralenti, d'amorti, dirais-je. Et c'est super génial. Ouais, c'est vraiment extraordinaire. Donc je mets le pilote à l'intérieur. Le Star Wolf est prêt à décoller et à combattre dans l'espace et pour en faire mordre la poussière cosmique aux forces du mal. C'était le premier vaisseau, maintenant nous allons passer au Six Shooter. Voici l'objet. Un superbe vaisseau, donc avec une espèce de voilure delta et à la fois un côté navette purement spatiale, hein, le bloc moteur derrière qui intelligemment permet de le saisir. Comme d'habitude, son pilote à l'abri du cockpit. Bon, il a son scaphandre, mais sait-on jamais. Donc voilà, il est prêt à aller au combat et à en découdre. Et en découdre particulièrement avec quelque chose que je trouve vraiment extraordinaire, et qui est ceci, et qui justifie le nom Six Shooter. Attention, j'appuie sur le bouton, vous êtes prêts? C'est parti! Et voilà, et sous nos yeux ébahis, nous avons pu constater que le fuselage du Six Shooter se modifie pour laisser apparaître et libérer une batterie de 6 canons laser qui m'ont l'air bien redoutables. Et est prêt à canarder l'ennemi de manière à en faire une écumoire spatiale. On va le refaire encore une fois et détailler un peu les différentes phases parce que c'est vraiment très intéressant.
avec les doigts, donc vous rentrez les canons laser qui restent fixés, c'est-à-dire qu'il y a un cliquet qui les retient, et ensuite vous chargez le power du moteur en refermant le tout. On sent bien qu'il y a une résistance et qu'il y a des ressorts qui sont tendus. On refait. Voilà. Superbe, vraiment très bien pensé, mais comme disent nos amis américains, the best is yet to come, parce que le Six Shooter est aussi un cargo. Déjà dans le Star Max Bomber, on avait vraiment au niveau du design un aspect navette américaine, et là on a vraiment l'aspect navette dans ses possibilités de cargo, c'est-à-dire de transporter du matériel, comme sur le Star Max Bomber d'ailleurs aussi. Donc j'abaisse cette plateforme. Je prends notre ami le Star Wolf qui est toujours prêt au combat, je le mets en position de repli. Il est stocké à l'intérieur. Et j'appuie sur le bouton qui va relever la plateforme tel un ascenseur. D'abord en ouvrant le fuselage, ainsi. C'est pas beau ça? Alors on peut corser encore la démonstration en faisant ceci, c'est-à-dire en appuyant sur le bouton de déclenchement du Power Deploy du Star Wolf, on appuie sur la plateforme ascenseur, j'appuie sur le bouton de nouveau, et voilà, et là on a le double feature, c'est-à-dire que le dock s'ouvre dans l'espace, hein, vous l'avez bien compris, en plein vol, et à peine le dock ouvert, le Star Wolf est en position de vol et prêt à décoller et à en découdre dans l'espace. Alors évidemment, une autre caractéristique des jouets Starcom qui fait que ce sont vraiment des jouets très intéressants qu'il faut remarquer, c'est que l'interactivité se présente entre tous les véhicules, puisque la plupart voire même tous les petits véhicules sont prévus pour fonctionner avec tout le matériel Power Deploy des véhicules plus grands. Ce qui vous permet donc de prendre votre Star Wolf, de le plier, et de le stocker à l'intérieur du Star Max Bomber comme vous le feriez, comme nous l'avons vu précédemment, du Laser Rat ou du Railgunner que nous verrons un peu plus tard. Bon, en l'occurrence, bien sûr, ce sera beaucoup plus difficile de faire le Star Wolf se déployer, mais c'est pas grave, il a eu quand même son petit effet en sortant du Six Shooter. Vous en conviendrez avec moi, c'est quand même bien. Autre possibilité intéressante, c'est les plaques aimantées appelées Magnalock. Donc vous pouvez transporter un Star Wolf à l'intérieur du dock, mais vous pouvez aussi en accrocher un en plein combat dans l'espace. Donc vous voyez une cohérence aussi dans la couleur, bon, le blanc spatial de la NASA, si j'ose dire, et puis dans les formes aussi. Du moins pour la Star Wing. Nous verrons par la suite qu'il y a une autre cohérence, mais ça c'est une bonne surprise qu'on verra plus tard. Voilà, je pense que un nouveau plongeon dans la technicité que peuvent offrir certains jouets nous montre inéluctablement que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. Pourquoi est-ce que j'ai aimé Pokémon Y? Pourquoi il change enfin? Parce qu'il ne change pas, c'est toujours le même scénario. On est dans un village, et il y a la maman qui dit « va jouer dehors », et là, quelqu'un... Alors là, ce coup-là, c'est pas un professeur qui nous donne un Pokémon, c'est les voisins, hein, voilà. Et on trouve un Pokémon, et après on doit retourner voir la maman pour lui dire « est-ce que j'ai le droit de devenir un dresseur et aller parcourir le monde ?»« Ok mon chéri, vas-y. » Ok. Et après on va parcourir le monde, et on tombe dans un premier village avec une arène. Pareil, mais... tout va plus vite. Déjà, les décors sont magnifiques. On est dans une 3D totale. Voilà, tout est beau. Et on peut customiser son personnage. C'est rien comme ça, mais n'empêche qu'on peut lui mettre la casquette qu'on veut, la coupe de cheveux qu'on veut. Ça rajoute des trucs. Et surtout, ça va tellement vite. Tellement vite. En 3 heures, j'avais mon premier badge. Il y a le multiplicateur d'XP qui est disponible quasiment après la première arène. Lors de la première arène, on a des rollers qui nous font aller encore plus vite que le vélo. Le personnage peut courir dès le début. On n'est pas obligé d'avoir des chaussures spécifiques pour courir. C'est-à-dire qu'on va très vite, l'XP monte plus vite. Quand on fait XP un Pokémon, les 6 Pokémon qu'on a XP en même temps, ça fait qu'on a
toujours des Pokémon à peu près de même niveau, on a toujours des Pokémon... Moi là, ils sont tous au niveau 20 quasiment, 17, 21, 22. Et donc, c'est homogène, et on peut aller d'un endroit à l'autre et combattre les Pokémon dans les arènes et choper des badges. C'est tellement agréable. Et la durée de vie n'est pas plus courte. C'est juste qu'ils ont rajouté des éléments qui font que, enfin, c'est plus simple à jouer. Et, mieux, avant, il y avait tout type de Pokémon. Ils avaient tellement inventé des types de Pokémon qu'ils nous les mettaient dès le début du jeu. Là, quand on commence le jeu, on commence à combattre des Pokémon de type herbe, de type eau. Et donc, très facilement, dans nos têtes, on se dit, ah bah, je sais que, vu que c'est un type feu, je vais utiliser un type eau, et hop. Et après, peu à peu, les insectes arrivent, etc. Donc, on repart de zéro et on réapprend à connaître les Pokémon. Parce que quand on commençait un Pokémon noir, on était face à des Pokémon de sable et on se dit, attends, sable, c'est eau, non, c'est pierre, et on est paumé, quoi. Donc, bref, vraiment un super, super Pokémon. On regarde Otto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto, c'est déjà la dernière émission de l'année. Le temps passe vite, cette deuxième moitié de 2013 a filé à toute allure et je sais déjà que 2014 sera pleine de surprises et de changements, mais a priori vous aurez toujours les nouveautés en fin d'émission, les topics de temps en temps, ainsi que les releases. On commence les releases avec le nouveau mini-album de Hito, c'est No Singing No Life qui est dispo depuis le 22 novembre. Vous avez aussi le nouvel album de Gilgamesh disponible depuis quelques jours à peine, il s'agit de Monster. On termine avec le nouvel album du groupe Anne Café qui vient tout juste de sortir en France. Il contient 3 pistes bonus ainsi qu'un livret avec les paroles traduites en anglais, c'est que ça peut donner de bonnes idées de cadeaux. C'est parti pour les topics. Cette semaine, je voulais vous parler du jeu We Karaoke You dont j'ai déjà fait une critique sur No Life. J'avais bien précisé que l'absence de titre japonais était clairement une déception concernant ce jeu plein de potentiel. Eh bien, sachez que les chansons japonaises sont enfin arrivées. Le 28 novembre, il y a eu une mise à jour du catalogue. Vous en avez sûrement déjà entendu parler dans Ami Ami Idol et dans les news de 101%. Maintenant, c'est dans Otto que je prends le relais histoire de vous montrer un peu plus en détail les titres dispo. Pour le plus grand plaisir des fans d'anime, on retrouve des génériques cultes comme Senseiya, Dragon Ball, City Hunter, Sailor Moon, Captain Tsubasa ou encore One Piece. On a également le plaisir d'y voir 2-3 chansons des grandes divas japonaises comme Hamasaki Ayumi, Amuro Namie, Kodakumi ou encore Missia. Vous l'aurez compris, il y a aussi de l'idol, toute agence confondue, vous pourrez chanter à tue-tête du AKB48, Momohiro Clover, Cute, Money Musume, etc. Et là encore, pas plus de 3 chansons par artiste. Bien sûr, cela reste peu quand on pense à tout ce qu'il existe, mais c'est un bon début. En tout cas, la majorité des titres japonais du jeu sont des génériques d'anime ou autres tokusatsu, ça parlera forcément à pas mal de gens. Autre détail sympa, c'est le fait d'avoir gardé les paroles en japonais avec les kanji et kana, et c'est au-dessus de ces mots qu'il y a la transcription au romaji. Les mises à jour ont l'air de se faire tous les jeudis pour les chansons anglaises, alors je croise les doigts pour qu'il y en ait une pour les chansons japonaises ce soir ou une prochaine fois. Parmi les grands artistes japonais venus nous voir en 2013, celui qui aura fait l'unanimité est clairement One Ok Rock. C'est le seul groupe à avoir proposé 2 dates à Paris qui sont devenues sold out quelques minutes à peine après la mise en vente des billets. Nous avons pu les rencontrer quelques heures avant leur 2e concert à Paris, le 27 octobre dans les coulisses du Bataclan. Guitar no Toru desu. Vocal no Taka desu. Drum no Toma desu. Bass no Ryoto desu.は、僕たちがいつもリハーサルをスタートしていた時間が、夜中の1時で、その時間帯から自分たちがロックをし始めたっていうことも踏まえて、日本では一応読み方はワンオクロックっていう読み方でやってるんですけど、こっち海外に来た時はワンオケロックっていう風に、自分たちで呼んでちょっとセパレートして考えてやってます。海外であの名前でワンオクロックって言っても本当知ってる人はすごく分かってくれるんですけど、知らない人だとちょっと分かりづらいので、
なんか特にどっちが好きっていうよりかちょっと分かりやすくしてるって感じですかね。はい。Avant de remonter sur la scène, les membres du groupe, tranquillement assis sur leur siège, croque aux pieds, nous parlent de leur première date sur la capitale. とても楽しいですね。楽しかったです。今日もまだ今からパリでの公演がありますけど、すごくこう初めて行った場所で本当に生まれた場所も育った場所も違う。そういった場所に初めてこう来て自分たちを受け入れてくれる環境があるっていうのは普通にバンドやってなかったらきっとありえなかったことだと思うし、バンドをやってそれがこう実現できていることは本当に幸せなことだと思います。Ils ont beau remplir des stades au Japon, ils étaient très contents d'apprendre que la plupart de leurs clips étaient numéro 1 de notre classement, le J-Top. すごい。それはすごいことですよね。僕らも不思議ですけど。フランスでそんなに人気でいられることはご存知でしたか？いや、知らなかったです。とっても嬉しいです。Le film Captain Harlock sort en France le 25 décembre dans les salles françaises. Dans notre pays, on le connaît surtout sous le nom d'Albator, le corsaire de l'espace. La chanson thème du film n'est autre que le titre Be the Light de One Ok Rock. あの映画は僕らは見た？僕はちょっと見たんですけど、でもなんだろうな、もともとあった曲で、それをキャプテンハーロックという映画の監督さんがぜひ使いたいって言ってくれたので、もうぜひ使ってくださいっていう感じで、あんまり僕らとしてもこう作ってくださいとか一緒にやりましょうっていう感じでやったわけではないのであれなんですけど、あの曲自体は僕らはちょっと別の意味でこう日本で震災が起きてそれに対して書いた曲だったので、どちらの意味でもああやってこういろんな人に自分たちの曲を聴いていただけるってことはすごく嬉しいことです。フランスは、すごい街も綺麗で、楽しいことばっかりで僕らは超幸せな気分でヨーロッパツアー回れてます。ありがとうございます。初めてフランスに来てもう本当に想像してた以上にもう楽しかったので、これからまた機会があればどんどん来れるように僕らも頑張ります。ね、1日目ライブやってすごい楽しかったんで、次来た時はもっと大きなステージでできるように俺らも大きくなってまたフランス、ヨーロッパ帰ってきたいですね。皆さんがあっての僕らだと思ってるので、もっともっとフランスに来れるように僕らも頑張って成長してまた必ず来れるように頑張ります。Ça y est, c'est la fin de l'émission. Il est temps maintenant de passer aux nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Cette semaine, vous aurez le clip Shuyato du groupe Aoi, un clip encore bien sombre qui date de 2011. Et on ne va pas s'arrêter là dans le visu, on enchaîne avec le duo Machine et leur clip Phantom of the End. Vous aurez sûrement reconnu le joli minois de Hakuei qui est l'un des 2 membres de Machine. On le retrouve également dans Light Hikari Club, cette fois c'est le clip Innocent Fever que vous allez pouvoir découvrir. Du visu en live cette fois, avec Anne Politino et leur clip Labyrinth. Encore et toujours du visu, mais beaucoup plus lumineux, voici le groupe Guild dont le clip I'll Be There For You intègre notre rotation.
Et comme les fêtes ne vont pas tarder à commencer, c'est l'occasion de vous rappeler qu'il faut consommer avec modération. J'imagine qu'il y a un message similaire dans le clip Yoasete Mojito des Golden Bombers, bien que... Vous les avez vus dans Japan in Motion, c'est Amoyamo, ce nouveau duo avec leur clip Flash tiré de leur premier album. Les voici qui arrivent sur No Life. Histoire de bercer vos vacances de Noël, voici une balade hivernale comme Girl Next Door sait les faire, Orion. On retrouve les Smile Edge avec leur nouveau titre Iyatsu, et c'est là qu'on voit qu'elles ont décidément bien grandi les petites. Et enfin, il y aura un nouveau duo que je vous demande d'accueillir chaleureusement, les Voilà, ce 101% est terminé. C'était mon dernier 101% de 2013 pour moi. C'est l'avant-dernier 101% de 2013 pour No Life. Donc je vous souhaite un bon Noël, passez de joyeuses fêtes. Et No Life, à mon avis, se joint à moi pour vous dire joyeuses fêtes, abonne-toi. Joyeuses fêtes, abonne-toi. Joyeuses fêtes, abonne-toi. ピカピカ